Alors, bonjour à tous. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour moi et l'équipe de 100 degrés d'être ici à Sainte-Clotilde-d'Orton. On est en présence, vous êtes nombreux ici, mais il va y avoir aussi des gens qui vont nous écouter par la suite, car c'est filmé en ce moment. Alors, pour ceux qu'on rencontre pour la première fois, je me présente et je présente mes collègues aussi de l'équipe 100 degrés. Alors, nous, on travaille pour l'organisation M361. M361, c'est une organisation dont la mission est d'améliorer la qualité de vie des Québécois et des Québécoises. Et M361 a plusieurs projets dans différentes régions du Québec, et notamment le projet 100 degrés, qui rassemble une communauté de gens engagés pour la santé des collectivités. Bon, c'est quoi ça, la santé des collectivités? C'est la santé sous toutes ses formes, la santé physique, mentale, sociale, la santé environnementale. Et les gens dans la communauté 100 degrés, on retrouve des gens de différents milieux, comme aujourd'hui. Donc, des gens qui travaillent dans le milieu, oui, du sport-loisir, de la santé, de la petite enfance, dans le milieu scolaire, primaire, secondaire. Et dans les événements 100 degrés, on fait des événements régionaux, mais on fait aussi des événements virtuels. Et il y a quelques mois, en janvier dernier, on avait organisé un panel sur le bénévolat. Un panel qui avait vraiment récolté un très grand succès. Il y avait beaucoup de gens qui étaient présents en direct, ensuite qui avaient assisté en différé. Les gens nous avaient envoyé des commentaires. Et dans un échange ensuite, à l'invitation de Fanny, qui souhaitait qu'on vienne parler ici à Sainte-Clotilde-d'Orton de bénévolat, on a accepté cette invitation-là. Alors, on a 3 panélistes aujourd'hui qui sont avec nous. Vous allez voir, ils sont extrêmement intéressants tous les 3. Je vais vous lire leur biographie et vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi on les a invités. Alors, Maxime Lemire. Maxime est passionné de sport, de relations humaines et de développement. Il œuvre dans plusieurs réseaux afin de partager ses passions et prôner le dépassement de soi. Détenteur d'une technique en loisirs, il travaille actuellement à Loisirs Sport Centre du Québec depuis plus de 11 ans, entre autres pour les finales régionales et provinciales des Jeux du Québec, ainsi que pour le sport-études de triathlon de la polyvalente Marie-Rivier de Drummondville. Maxime accorde une grande importance à la rétention des bénévoles, au sentiment d'appartenance de ceux-ci, ainsi qu'à l'importance de leurs implications dans les différents événements. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous. Et André Ouellette, donc complètement à droite. André Ouellette est directrice générale du Centre d'action bénévole Drummond depuis 20 ans. Au fil des années, elle a eu le privilège de côtoyer des milliers de bénévoles. En tant que gestionnaire, elle mentionne que cette proximité est la meilleure école pour saisir le défi de recruter et de garder ses bénévoles. Diplômée en psychologie et en ressources humaines, elle est profondément convaincue que l'être humain ne demande qu'à s'accomplir. Elle a collaboré à la rédaction d'un guide de gestion des bénévoles, un outil indispensable pour obtenir la certification BP2. C'est quoi ça, BP2? On va l'apprendre pendant le panel. Bonjour André, merci d'être avec nous. James-Antoine Larivière, donc passionné de plein air, de musique, d'agriculture et d'aventure, James-Antoine a navigué plusieurs années au sein du monde de la mobilisation politique, communautaire et philanthropique. Diplômé de l'Université Concordia en sciences politiques, James a su trouver un dévouement pour l'expérience bénévole et la mobilisation citoyenne sous ses différentes échelles. Engagement communautaire, coordination du jour J, méthode de recrutement et de rétention de bénévoles, James s'est engagé à innover et à adapter ses stratégies au fil de ses différents mandats. Il travaille aujourd'hui à mobiliser les différentes communautés du pays au sein de la Société canadienne du cancer pour les grandes campagnes nationales de collecte de fonds, du relais pour la vie, de la course à la vie CIBC et de la campagne de la jonquille. Merci James d'être avec nous. Alors, sans plus tarder, on se lance dans le vif du sujet et avec une première question pour Maxime. Je suis prêt. Maxime, toi, tu es, donc, on le disait il y a quelques instants, tu es agent de développement en sport pour l'URLS Centre du Québec et tu es vraiment très impliqué dans toutes sortes d'activités bénévoles. Entre autres, on le mentionnait, tu es responsable de la délégation régionale des Jeux du Québec. Et là, tu as encore une délégation de 250 athlètes. Il y a 30-40 entraîneurs, accompagnateurs et 15 missionnaires bénévoles. Là, j'aimerais ça, pour commencer, que tu nous expliques quel est le mandat des bénévoles qui s'impliquent dans la délégation des Jeux du Québec.
Avec grand plaisir. Tout d'abord, merci d'être là ce matin. Pour un vendredi matin en aussi grand nombre, là, c'est fantastique. On est très, très, très content de vous voir. Merci beaucoup. Excellente question. En fait, j'ai des collègues des Jeux du Québec aussi qui sont là. Fait que je vous salue en même temps. C'est une grande délégation. En fait, le rôle de nos bénévoles, c'est 15 bénévoles missionnaires qu'on appelle, là, qui vont à la finale provinciale des Jeux du Québec dans différents postes. Donc, c'est 15 que j'amène avec nous pour encadrer cette délégation-là. 10 de ces 15-là sont là pour encadrer nos athlètes, nos entraîneurs et nos accompagnateurs. Donc, tous les disciplines sportives qui sont présents à la finale provinciale, il y a un missionnaire qui est attitré à leur sport respectif pour s'assurer du bon déroulement. Donc, le transport, l'alimentation, l'hébergement, répondre à leurs questions et un peu être le cheerleader, si on veut, là, des Jeux. Fait que la personne qui tripe, qui crie, qui les encourage, c'est cette personne-là qui est là pendant la finale provinciale. Et on a des postes qui sont un petit peu plus, je ne veux pas dire sérieux ni importants, mais qui, oui, en fait, on va le dire de même, OK? On va y aller avec un petit peu plus sérieux parce que je suis quand même dans ces postes-là. Puis ma DG est là, fait qu'il faut qu'elle comprenne quand même que mon poste est sérieux, si je veux le garder. Okay? Fait qu'on a 5 missionnaires cadres, donc le chef de mission, le chef adjoint qui est là, un responsable d'hébergement et 2 responsables des communications. Donc, leur rôle, c'est de faire rayonner la délégation pendant la finale provinciale. Donc, c'est un groupe de 15 à différents postes qui nous accompagnent pendant cette finale-là. Mais là, c'est quand même extraordinaire qu'autant de gens acceptent de passer autant de temps avec vous aux Jeux du Québec. Là, quand même, ils doivent prendre des journées de congé, ils doivent consacrer leurs vacances. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour convaincre ces gens-là de passer autant de temps avec vous et, dans plusieurs cas, de revenir d'une année à l'autre? Oui, ça, c'est une excellente question. C'est pas toujours évident, honnêtement. On a le même problème au niveau de... Tout le monde a vécu la pénurie de main-d'œuvre. Je n'invente rien ce matin. C'est plus compliqué. C'est la même chose au niveau de nos entraîneurs, de nos missionnaires puis de nos accompagnateurs. C'est facile de dire à... tiens, je vais prendre Véronique qui est là, qui est entraîneur avec nous autres, viens avec nous, mais si elle n'a pas les compétences, si elle n'a pas les PNCE, si elle n'a pas tout ce que ça prend pour venir au jeu, elle ne peut pas venir. Fait qu'en pénurie de main-d'œuvre, il faut trouver aussi les entraîneurs qui sont certifiés. Fait que ça aussi, ça amène un défi supplémentaire. Ça prend un employé également pour remplacer. Puis souvent, c'est des bénévoles. On parle de bénévoles, ils ne sont pas payés non plus. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui rentre également. Fait que c'est un gros défi qu'on a. C'est la même chose au niveau de nos missionnaires. Nos missionnaires, comme tu l'as mentionné, vont prendre des vacances pour venir avec notre délégation. Mais c'est pas comme ça partout, là. Je vous rassure, nous autres, au Centre du Québec, on est chanceux, on a un bon roulement. J'ai Roxane qui est juste là aussi, qui travaillait pour une autre délégation. C'est complètement différent. C'est pas toujours aussi facile d'aller les chercher. Maintenant, la question, c'était comment on les garde. Comment on les convainc Comment on les convainc de rester? Je pense que le gros de ce rôle-là, c'est moi qui l'ai. Okay? C'est d'être un leader, c'est de les garder pendant l'année. C'est la même chose qu'avec tes amis. Si tu n'appelles jamais tes amis, sauf quand tu as besoin d'eux, ben ça fait comme bizarre un petit peu. Ouais, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas parlé, mais hey, tu viendrais-tu t'aider mon patio un matin, s'il te plaît? Tu sais, c'est bizarre un peu. Fait que c'est la même chose avec tes bénévoles, c'est la même chose avec mes missionnaires. Pendant l'année, ben je les tiens au courant. On se fait un party, on se fait un Zoom. Dans le temps de la pandémie, là, où on n'avait absolument rien à faire, ben nous, on en profitait une fois par mois. On se réunissait, on se faisait un Teams, un Zoom, puis on faisait juste jaser de comment ça va. Quand on a besoin d'eux autres dans l'année, on veut refaire des normes d'opération, on veut réfléchir à des nouveaux défis, ben c'est de les impliquer. À chaque fois, hey, j'ai des questions, je vais aller chercher mes anciens. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y en a que ça fait 10, 15, 20 ans. Il y en a que ça fait 25 ans qu'ils sont là. Puis d'aller chercher leur expérience, c'est aussi enrichissant pour moi que pour eux. Puis ils se sentent concernés. Je le répète, si tu les appelles une fois par année, « Oh, les Jeux du Québec s'en viennent, j'ai besoin de 15 personnes, tu viens-tu? » Tu donnes jamais signe de vie. Je pense qu'il y a un problème en quelque part, là. Fait que c'est aussi pendant les Jeux d'être à l'écoute d'eux autres, d'aller de répondre à leurs besoins, mais en même temps, il y a quand même une job qui doit se faire. Fait que c'est de ne pas se perdre à travers ça non plus, là. Ben, c'est intéressant comment ce que tu viens de nous expliquer de comment tu fais pour les garder motivés tout au long de l'année, mais pendant cette période-là là, des Jeux, c'est quand même plusieurs jours consécutifs, assez intenses. Qu'est-ce que ça peut représenter comme défi logistique là, de coordonner tous ces bénévoles-là, en plus des athlètes et de tout le monde qui fait partie de la délégation? Oui, ça aussi, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu moins les Jeux, là, on parle de ça depuis tantôt, c'est 12 jours en ligne où nos missionnaires dorment dans une bonne soirée 5h30.
Fait que tu fais le tour fois 12 jours. Faites ça, dormez pas plus que 5 heures pendant 12 jours. Vous allez voir tout de suite que la fatigue s'accumule sur un pas pire temps. OK? Avec 15 personnes, 15 personnalités différentes qui ne gèrent pas le stress de la même façon, qui ne gèrent pas la fatigue de la même façon, un petit problème gros de même va devenir immense. Fait que c'est de trouver comment on évite ça. Nous autres, ce qu'on a fait, on a créé des petites cellules de crise de communication. Fait que quand il se passe un petit événement, ils savent c'est qui la personne qu'ils doivent aller voir, juste pour sortir un petit peu le méchant. Puis ça l'évite lors de nos rencontres de soir, parce que nous, on fait des rencontres de soir pour évacuer un petit peu, parce qu'à un moment donné, il faut que ça sorte, ça. Hein? Fait qu'il y a le responsable d'hébergement qui est là. Ils arrivent, ils vont voir le responsable d'hébergement, ils leur parlent de la journée, comment ça a été, c'est quoi les irritants. Comme ça, quand on arrive le soir, on finit ça sur une note positive. On y va juste dans le positif. Fait que la personne ramasse tout le plate, si on veut. Elle vient après ça me jaser de qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et moi, j'amène ça en comité le lendemain. Ce que ça fait, ça évite que les 15 ensemble, négatif, 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 puis à un moment donné, tout ce qui ressort, c'est négatif. Fait qu'on veut enlever ça. On veut finir la journée sur du positif. Le lendemain, on repart. Puis c'est une nouvelle journée. Mais il faut être à l'écoute. C'est pas ils viennent te parler, puis OK, oui, c'est beau. Si tu veux les revoir aussi, il faut que tu sois en mesure de prendre l'information, t'assurer que ça soit réglé pour que les autres passent aussi des plus belles journées. Donc ça se passe à l'intérieur de votre délégation. Exactement. Mais si, par exemple, il y avait des problèmes entre un bénévole de ta délégation et celle d'une autre région ou un autre problème qui implique une autre région, comment tu vas gérer ça? En fait, ça arrive régulièrement. Il n'y a pas juste nos bénévoles qui sont fatigués. Là. On parle de 2500 bénévoles et plus lors d'une finale provinciale. Fait que c'est des bénévoles avec d'autres bénévoles qui sont tout aussi fatigués les uns que les autres. Fait que, tu sais, vous voyez le problème, là, mais il n'y a pas juste des problèmes, là, on parle de problèmes. Là. Des fois, ça va bien. Okay? Des fois, c'est le fun. Là. Non, c'est toujours le fun. Mais moi, ce que j'aime à mes bénévoles, à moi, quand ça l'arrive, c'est de donner raison, c'est d'écouter l'autre bénévole, l'autre personne et de venir m'en parler à moi quand il arrive une situation pour éviter que ça grimpe puis qu'on ait l'air du monde qui ont de la misère à vivre. Là. Fait que je veux que toute cette information-là vienne à moi puis à mes missionnaires cadres puis que les autres bénévoles, que ça passe bien, qu'on ait l'air des gentils dans cette situation-là. Je ne sais pas si ça répond plus ou moins bien à la question. Oui, là, mais très bien, merci. Puis on aura sûrement l'occasion d'y revenir plus tard. Je confirme. On va passer une question pour André. André, toi, tu es directrice générale du Centre d'action bénévole de Drummondville. Et pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que vous faites comme travail, toi et ton équipe, au Centre d'action bénévole. Est-ce que votre mission, c'est d'aider J'allais les dire, tout organisations? autre tâche connexe qu'on fait. On fait un Centre d'action bénévole, là, la mission première, c'est promouvoir l'action bénévole dans toutes les sphères de l'activité humaine. Puis, après ça, il y a un petit bout, là, c'est répondre aux besoins du milieu, souvent par des services de maintien à domicile pour les individus. On fait beaucoup ça. Fait qu'il y a beaucoup de centres d'action bénévole qui, leur mission première, promouvoir l'action bénévole, bien, ils la perdent un petit peu parce qu'on est beaucoup dans le service de maintien à domicile pour la population vieillissante en perte d'autonomie. Mais la mission première, je le dis encore parce que moi, je le répète à chaque fois que je rencontre des collègues, c'est la promouvoir l'action bénévole dans toutes les sphères de l'activité humaine. Il y a 2 grands temps, la Journée internationale des bénévoles le 5 décembre et la Semaine de l'action bénévole une fois par année au mois d'avril. En 2025, c'est fin avril, début mai. Et par toute l'expérience que tu as développée en matière de bénévolat au cours des années, est-ce que tu trouves que les choses ont changé? Est-ce que les bénévoles qui sont les plus jeunes bénévoles aujourd'hui sont différents des bénévoles qui étaient engagés dans toutes sortes de projets il y a plusieurs années? Bien, le bénévolat change avec les générations. Alors, si on parle de la génération silencieuse, là, ceux qui sont avant 1947, là, nos gens bien impliqués, puis que c'est souvent les TLM. Vous savez c'est quoi des TLM? Hein? Toujours les mêmes? Oui, c'est vrai. Hein? C'est cette gang-là. Eux, ils aiment beaucoup le bon climat de travail. Ils font ça vraiment pour donner au suivant. Ils ne vont pas nécessairement vouloir de reconnaissance. Puis, parce que ça fait aussi le social, et ainsi de suite, là, cette génération-là, puis on le dit, est silencieuse. Les baby-boomers. Oh, on change de catégorie déjà.
c'est quelque chose, les bébés boomers. Là. Faire du bénévolat avec un bébé boomer, c'est « amène-moi-en des dossiers, je vais t'en régler, j'ai pas besoin de ton aide, je suis capable. » Puis, mon Dieu, James, il est déjà là, puis il dit « oui. » Ah, c'est... Fait qu'il faut vraiment les gérer différemment. Sont en travail d'équipe aussi, par exemple. Ça, ils aiment bien ça, travailler en équipe, les baby boomers. La génération X, elle a besoin de défis. Elle a besoin d'apprendre. C'est toujours un apprentissage constant, de s'épanouir, de se réaliser. Écoute, j'aime ça. James, je ne dis pas des menteries. James, il m'approuve. C'est bien parfait. C'est continue, mais non, mais... Puis la génération X, elle veut un supérieur, mais compétent. Alors, si tu mets une génération X avec une personne de génération silencieuse, et mon Dieu, j'ai des réactions dans la salle. Vous comprenez ce que ça donne. Des fois, ça ne fait pas bon ménage. La génération Y veut toujours une expérience renouvelée, sans cesse aussi. Un encadrement flexible, mais il faut prendre en considération leur opinion aussi. Et la génération Z, c'est l'Internet. Emmenez-en des défis avec Internet, avec une base de données, mettez-leur un ordinateur devant là, pour faire du bénévolat, puis ils vont être bien contents. Ils vont faire le bénévolat par leur passion, un bénévolat de groupe aussi. Et là, je vais m'arrêter là pour cette génération-là parce que James va faire « wow, j'en parle ». Effectivement. Je vais juste finir pour dire que dans un centre d'action bénévole, on travaille beaucoup avec la génération silencieuse et les baby-boomers, beaucoup avec les personnes retraitées parce que nos services de maintien à domicile qu'on parlait tout à l'heure se font beaucoup de jours, de semaines. Alors, on travaille un petit peu moins avec les autres générations. Merci, André. James, c'est pas la première fois qu'on se rencontre dans un panel, toi et moi. Tu as participé à notre panel sur le bénévolat qui avait été diffusé virtuellement en janvier dernier. Toi, tu as une riche expérience en matière de bénévolat à la Société canadienne du cancer, mais par d'autres expériences ailleurs. Toi, est-ce que tu vois des différences entre les bénévoles des différentes générations, les baby boomers et les plus jeunes? Oui, c'est fort. Okay. Oui, je dirais que le bénévolat, surtout au point de vue national, c'est une chose de culture. C'est très, très culturel. C'est ancré dans notre histoire, dans notre politique, dans nos régions. Hein? Une personne va s'engager pour du bénévolat différemment à Montréal, par exemple, que dans une région un peu éloignée comme Thunder Bay, en Ontario, ainsi de suite. Surtout lorsqu'on parle des jeunes. Donc, André a beaucoup parlé des plus vieilles générations, où est-ce que, oui, sont plus focusés sur les tâches, hein, sur le travail de groupe. Quand on parle d'un jeune, c'est beaucoup plus axé sur l'apprentissage. Oui, il faut que ça soit stimulant. En effet, il faut que ça soit le fun, il faut que ça aille chercher ses compétences, mais on parle plus ici d'une case à cocher dans un CV. Et il y a aussi des différences, je dirais, dans les genres. Ce qu'on a remarqué aussi dans les postes de comité, souvent, c'est les hommes qui vont avoir tendance à prendre les postes de directeur ou de direction de comité. Par contre, c'est pas eux qui vont faire tout le travail. C'est souvent les femmes. Donc, les femmes d'âge moyenne, avec des enfants, avec une carrière, qui ont déjà 1000 choses, c'est eux qui vont faire, je dirais, presque la moitié du travail du comité, sans avoir besoin de cette reconnaissance en tant que titre de direction. Puis, je dois m'avouer, mea culpa, j'ai été directeur d'un comité pendant 2 ans. Tout récemment, pour un relais pour la vie communautaire chez moi à Sainte-Adèle. J'ai adoré l'expérience, ça, c'est sûr. Pour moi aussi, dans ma mentalité, très franchement, c'était pour avoir plus d'expérience. Puis pour développer ma carrière en même temps, bien que j'ai tripé, puis j'ai adoré le comité. Mais ma superstar, bien, c'est exactement ça. Une femme avec 2 enfants qui gaulait, puis qui était tout le temps là lorsqu'on avait besoin d'elle. Mais lorsqu'on revient un peu aux jeunes, c'est sûr que ça diffère parce qu'ils ont besoin de plus d'encadrement. Je vais parler un peu plus du programme dont je fais partie, Relais pour la vie jeunesse, mais c'est une chose qui est très importante pour un jeune. Il ne faut pas juste lui donner des tâches répétitives. Souvent, ils ont besoin de faire des heures de bénévolat à leur école secondaire pour le PEI. Puis on a tendance à les mettre dans un même bateau. Il dit « OK, ben, mon jeune a besoin de faire 10 heures de bénévolat pour sa session.
je vais l'envoyer faire du jour J, puis faire la logistique, puis l'installation, puis des tâches vraiment, vraiment un peu redondantes et répétitives. Croyez-vous vraiment que le jeune, il va vouloir se réengager pour du bénévolat après ça? Parce que sa seule expérience bénévole, c'était vérifier des sacs, ou c'était installer des choses, ou c'était checker les vidanges. Absolument pas. Donc, l'aspect présentiel et expérientiel est beaucoup plus présent, surtout dans la tranche d'âge, je dirais, de 12 à 25 ans, où est-ce que les gens, bien, c'est sûr, on veut faire de l'apprentissage. On est jeune, on veut apprendre. C'est vraiment intéressant, puis sûrement que pendant la période de questions, c'est peut-être un sujet qui va revenir. On va y revenir dans quelques minutes, mais toi, tu coordonnes maintenant vraiment un très beau programme de la Société canadienne du cancer, le Relais pour la vie jeunesse. Mais avant qu'on entre dans cette partie du sujet, je voudrais juste revenir avec Maxime. Toi, les bénévoles aux Jeux du Québec, tous ceux que tu coordonnes, ils sont dans quelle tranche d'âge environ? Nous autres, ça peut aller de 18 à 70 et 80-ish. Qu'est-ce que ça peut représenter comme défi, là, d'avoir, avec déjà ce que tu nous as mentionné, mais en plus, cette grande variation dans la tranche d'âge? Il y a beaucoup de défis. Il y en a tout le temps un qui me vient le plus en tête, le défi de la technologie. Hein? Ça va tellement vite, ça évolue à vitesse grand V. Puis mes plus jeunes là, de 18-19 ans, quand on fait des rencontres, facile, là, va me déposer tes photos sur le drive, va-t'en sur WhatsApp, va-t'en sur Messenger, puis oublie pas, là, et baba, et là, quand mon plus âgé, là, puis là, c'est pas de l'âgiste, là, de 70 ans, qui est avec son téléphone à flip, puis là, là, j'ai absolument rien saisi de ce que tu viens de me mentionner. Ben, tu sais, il faut prendre le temps aussi avec ces personnes-là. Puis ça peut créer de la frustration également. Tu sais, pour nous, c'est de l'acquis. Ah ouais, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Tandis que là, ils nous regardent, oh, j'ai manqué un méchant bout de tout ça. Là. Fait que prendre le temps avec tous tes bénévoles, peu importe l'âge qu'ils ont, mais c'est important de consacrer ce temps-là aussi pour leur expliquer. Ah, merci. C'est vraiment très intéressant, ça, cette question de l'utilisation de la technologie, parce que effectivement, on sait que dans les projets qu'on réalise, de plus en plus, là, ça se retrouve au cœur des échanges qu'on peut avoir entre les différentes personnes. Il y en a d'autres, mais je pourrais t'en parler jusqu'à midi. On y revient dans la période de questions. Parfait. Ou on a du lousse, non? OK. André, tu as dans les mains un guide de gestion des bénévoles que vous avez publié au Centre d'action bénévole de Drummondville. Et tu aimes bien parler de gestion des bénévoles. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on parle de gestion de bénévoles. C'est pas un mot ou la gestion qu'on devrait réserver plutôt quand on a à coordonner des employés qui sont rémunérés. Là, on parle de gens qui ne sont pas rémunérés. Oui, non, mais je suis fait une petite aparté, là. Toi, il y avait un flip. Moi, ma génération silencieuse, là, n'a pas de cellulaire encore. Fait que, tu sais. Bon point. C'est ça. Excusez, c'est parce que je trouve. C'est ça. Ben non, mais écoute, moi, je vais suivre mes notes parce que je m'éparpille, puis ils vont me couper. Fait que moi aussi, j'en aurai jusqu'à midi. Gestion des bénévoles, bonne personne à la bonne place. On l'appelle le BP2. Puis tout est là. Avoir la bonne personne à la bonne place, c'est autant un avantage pour l'organisation que le bénévole lui-même. Puis pourquoi? Bien, pourquoi que s'il n'est pas à la bonne place, on risque de le perdre. Hein? On va perdre notre bénévole. Hein? On vient de le dire aussi avec les jeunes. Il faut diversifier les tâches. Il faut avoir des tâches avec les valeurs de la personne bénévole. Donc, dans la gestion des bénévoles, la première chose à faire, c'est planifier. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est quoi le poste bénévole que j'ai besoin? C'est de faire une description de tâches. Tu sais, moi, puis on le voit encore aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'au Centre d'action bénévole, on fait ça aussi. On aide des organisations. Nous, on fait de l'accompagnement un par un. On ne donne plus de formation en grand groupe comme tel parce que les gens, les organisations qui venaient à nos formations disaient, bien, tu n'as pas répondu à toutes mes questions. Fait que là, on faisait un accompagnement personnalisé. Fait que là, on fait juste ça, de l'accompagnement personnalisé. Puis on a des expériences où des gens qui viennent nous dire, bien là, j'ai un bénévole, puis il fait plus que la tâche demandée. OK, t'avais-tu une liste de tâches? Ben non, ben quand je l'ai vu, il est venu me voir, puis là, j'avais besoin de quelqu'un, puis OK, t'as-tu passé une entrevue avec cette personne-là? Ben non, tu sais, j'avais besoin, là, de quelqu'un. OK. Puis là, aujourd'hui, ben elle dit, il prend bien trop de place. Ah! On fait quoi? Donc, c'est tout ça, c'est ça, la gestion de
une bonne gestion de bénévoles, c'est la planification, c'est faire du recrutement, de la sélection, qu'est-ce qu'on veut, le portrait qu'on recherche. Faire de l'accueil et formation, c'est l'intégration. Soutien et appréciation, superviser. Hein, on peut évaluer notre bénévole. Est-ce qu'on a fait un contrat avec notre bénévole? Est-ce qu'on l'engage à la vie? À 2 heures semaine, à 35 heures pendant 12... Non, on était rendu à 50 heures, hein? Plus que ça, 12 jours. C'est quoi le contrat? Puis, est-ce qu'on lui fait de la reconnaissance? Tu sais, une gestion de bénévole part dans ces étapes-là. Quand on a toute cette... Puis là, je ne prendrai pas en détail non plus, là. Puis, je vais plugger. Le guide de gestion des bénévoles, tout est là. Tout est là. Il est sur notre site Internet aussi, puis il est accessible, puis j'en ai des copies s'il y en a qui en veulent. C'est vraiment, il faut travailler. Il faut vraiment faire nos devoirs comme organisation avant de recruter des bénévoles. Quand on a une bonne description de tâches, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait notre besoin. Puis quand on passe une entrevue avec une personne bénévole, bien, on connaît ses valeurs, on connaît qu'est-ce qu'elle veut faire aussi. Moi, j'ai des gens qui viennent au Centre d'action bénévole qui veulent devenir bénévoles, puis à la fin de l'entrevue, ça ne sera pas au Centre d'action bénévole parce que nos services ne correspondent pas, parce qu'ils ne veulent pas travailler avec une clientèle X. Fait qu'on va les référer ailleurs aussi, là. Fait que c'est important, puis c'est là que quand on a une bonne personne à la bonne place, bien, on parlera là, de comment recruter puis faire nos publicités, là. Mais quand on a la bonne personne à la bonne place puis qu'on en prend soin, bien, on va la garder plus longtemps, puis elle va avoir un sentiment d'appartenance dans l'organisation aussi. C'est vraiment super intéressant ce concept. Pardon. C'est vraiment très intéressant ce concept de bonne personne à la bonne place. J'aimerais ça que tu me donnes 1 ou 2 autres exemples, là, sans nécessairement nommer de nom, là, mais de... Non, mais il n'y a rien qui se passe de même au Centre du Québec. Un mauvais arrimage, des fois, quelqu'un qui n'est pas à la bonne place, mais qui peut se retrouver à la bonne place. Bien, oui, bien, en fait, tu sais, quand c'est pas clair, puis là, les exemples, ça se passe ailleurs qu'au Centre du Québec, puis je vais même dire ailleurs qu'en Mauricie, parce que j'ai vu du monde de la Mauricie. Mais on le vit, là. Pas quotidiennement, parce que ça fait longtemps qu'on tape sur le clou de la bonne gestion de bénévoles depuis X années. Mais ça arrive encore que des organisations vont demander des bénévoles, puis ils vont prendre des premiers qui arrivent parce qu'ils en ont besoin. Bien, le danger est là que les gens ne restent pas. Il y a une autre organisation, bien, d'autres choses aussi, qu'il y a des fois que les gens sont... Puis là, je vais regarder peut-être un centre communautaire, parce que j'en ai un là, ma presque voisine. Les gens viennent faire des activités, ne s'inscrivent pas pour être bénévoles, mais finalement, « Ah, tu me donnerais-tu un petit coup de main? » Puis là, ben oui. Puis là, ça embarque et ainsi de suite et comme ça. Ou vous avez une organisation que c'est des membres. Les gens sont... Est-ce qu'il y a des membres chez... Bon, ben, je vais prendre l'exemple. Tu vas être ma bouc émise. Bien, je vais me gâter. Non, pas tout. Isabelle, dans son centre communautaire, elle a des membres. Les membres s'inscrivent pour faire des activités. Ils ne s'inscrivent pas pour devenir bénévoles. Et là, ils embarquent, ils sont bénévoles. Je ne sais pas si ça... J'ai dit que ça ne se passait pas au Centre du Québec, fait que ça ne se passe pas de même chez vous. Mais ils s'inscrivent, puis ils sont membres, ils deviennent bénévoles par la bande. Puis c'est pas nécessairement ça qu'ils ont voulu, mais ils n'ont pas passé d'entrevue, on ne sait pas leur valeur, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils voudraient faire comme bénévolat, on sait, tu sais. Tout ça s'enchaîne, puis à un moment donné, ça pète aux frettes parce qu'il se passe un événement, puis là, on n'a rien. On n'a pas comme signé de contrat moral avec cette personne-là, parce que ça existe aussi, se faire les valeurs de l'organisation, puis voici la tâche, puis un contrat, dire si vous ne faites pas votre tâche comme il faut, bien nous, on peut revenir là-dessus, puis dire, regarde, ça ne marche pas bien, tout ça. Puis là, Isabelle n'avait rien fait de ça, parce que son monde était membre. Ou à manque de bénévoles, bien, elle dit, j'ai plein de... Tu sais, les gens, ils peuvent pas, oui, mais ils s'inscrivent comme membres. Ils ne s'inscrivent pas comme bénévoles avant. Puis là, il y a une différence à faire là-dessus. Parce que c'est pas parce que tu as des membres chez toi qui vont nécessairement vouloir faire du bénévolat. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'engagement parce que... Puis on me l'a encore dit cette semaine, les gens ont peur de l'engagement parce que, voyons, tu vas bien trop me demander d'heures. Je vais bien trop, tu sais. Puis là, on voit encore toujours les mêmes, puis je ne veux pas devenir comme cette personne-là qui est là 30 heures semaine.
c'est pas ça qu'on demande. On va y aller selon ton temps, ton engagement. Puis, il faut aussi demander aux gens de dire, bien, dites non. Moi, quelqu'un qui me dit non, je ne veux pas faire cette tâche-là, je ne suis pas disponible, bien, c'est correct. Tu sais, c'est un geste gratuit, c'est un geste qu'on donne sans, puis les bénévoles vont le donner sans vouloir de reconnaissance, puis ça leur fait plaisir, mais qui peuvent nous dire non, puis qu'on peut recevoir la réponse non, puis qu'on va se virer de bord, puis on va faire autrement. Moi, je suis certaine, dans l'organisation d'Isabelle, on ne voit pas ça, mais elle est comme un petit canard. Hein? L'eau coule sur le dos, on ne voit pas ça, mais elle pédale par en arrière pour tout fonctionne. Bien, elle rit, là, mais probablement qu'elle est comme ça, parce que c'est comme ça chez nous aussi. Mais le bénévole nous a dit non, c'est pas grave, on se revire de bord, puis on va le faire différemment, puis on va trouver quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un quelque part pour le faire. Bien, merci, c'est vraiment très intéressant. Maxime, j'ai une question pour toi, parce que toi, tu es aussi impliqué comme entraîneur-chef dans une équipe de sport, d'études de triathlon. Oui. Et là, bon, on parle de jeunes athlètes, mais il y a souvent des activités qui impliquent des bénévoles. Est-ce que c'est le genre d'enjeu que tu peux retrouver? C'est sûr que oui. L'enjeu est peut-être un petit peu moins intense au niveau des heures de bénévolat. Par contre, on a le bassin de bénévoles. On s'entend qu'on a des parents, on a des athlètes. L'important, c'est de les impliquer le plus possible. Mais on revient au même problème que tu as mentionné tantôt, qu'on parlait. Bien, c'est toujours les mêmes. Hein? C'est toujours les mêmes parents. C'est toujours les mêmes athlètes ultra motivés. Oui, moi, je vais y aller faire du bénévolat. Oui, je vais y aller. Puis nous, ce qu'on veut, c'est de montrer que notre organisme est impliqué. Fait oui, on va prendre des heures du bénévolat à la course des chaînes toits, au défi le sentier, X, Y, Z événements. Mais si c'est toujours les mêmes, ça fait quoi? Bien, ça va faire la même affaire, ça va créer de la frustration. Oui, mais ça fait 3 fois, moi, que je viens, puis le papa de l'autre, il vient jamais, lui. Ah, là, puis là, il faut que tu t'ailles à gérer ça, là. Mais qu'est-ce que tu as fait pour résoudre ce problème-là? Rien pantoute. Je me suis dit qu'à un moment donné, ça allait se régler, cette affaire-là. Non, mais on en a parlé en CA. Premièrement, à combien d'événements on veut s'impliquer? Est-ce qu'on s'implique? Est-ce qu'on s'implique pas? Fait que la décision ne me reviendra pas à moi. La décision va aller au conseil d'administration. S'ils veulent s'impliquer, bon, OK, oui. Comment on s'implique? À quel niveau? Combien d'heures semaine? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a décidé de signer un contrat. Je pense qu'on n'est pas les seuls qui font ça. Là. Je vois Mickaël aussi avec les requins, là, peut-être au réseau aussi. Donc, on signe un contrat. On décide qu'on s'implique dans 3 événements. Bien, tout le monde doit être là au moins 5 heures dans les 3 événements. Exemple, là, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a écrit. Fait que chaque parent, athlète, signe ce contrat-là et c'est obligatoire d'être présent. Fait qu'il y a des termes comme ça, ils sont là, il n'y a pas de frustration, tout le monde a donné leur petit temps, on est content, on a montré notre logo Triomax, on est allé là avec le sourire, on a donné notre maximum, puis comme ça, bien, on règle bien des problèmes. Hey, merci, c'est très intéressant. André, c'est quand même assez fréquent que les organisations manquent de bénévoles. Là, Maxime vient nous parler de cet exemple-là là, dans un club sportif. Les enjeux qui sont toujours les mêmes, comment ils ont réglé ça, mais pour d'autres organisations, là, en sport ou autre chose, quand on veut recruter davantage de bénévoles, mais qu'on sait que la majorité des gens d'aujourd'hui manquent de temps, comment on fait pour recruter plus de bénévoles? As-tu la recette? Bien, je te demande, là, la recette. On prend un bol, on mélange tout ça. Je n'ai pas de recette miracle. Est-ce qu'il y a une recette miracle? Non. Il n'y a pas de recette miracle. Si vous la connaissez, dites-moi là tout de suite. Moi, j'en connais pas. C'est bien... tu sais, c'est toujours le défi, le recrutement, mais Maxime l'a dit. Maxime le dire, c'est quoi qu'on donne comme temps? Tu sais, la description est claire. Déjà là, c'est un bon départ. Dire, j'ai besoin de bénévoles. OK. Il va faire quoi ton bénévole? Bien, il va faire telle affaire. Sois plus précis que telle affaire, là. Fais là ta description de tâche. C'est super important. Ah, mais là, ça prend du temps. Oui, mais vous allez la faire une fois pour un poste. Puis, ça va vous aider déjà dans le recrutement. Puis, je vais être bien plate, là, mais le meilleur recrutement que vous pouvez faire, là, c'est le bouche à oreille. Puis le meilleur recrutement, c'est déjà vos propres bénévoles. Fait que si vos bénévoles chez vous, ils ont le sentiment d'appartenance, ils ont de la reconnaissance, ils sont bien, ils sont une famille, ils vont recruter des gens autour d'eux. Puis c'est comme ça que ça va se faire.
Et aussi, bien, le membre là, qui n'est pas supposé de faire du bénévolat, peut-être qu'on peut lui demander. Il y a encore, puis je pense que c'est 13 là, je n'ai pas le chiffre, 13 ou 16 des gens, quand on les questionne, c'est « Pourquoi vous ne faites pas de bénévolat? » Bien, on ne me l'a pas demandé. Ah, on ne vous l'a pas demandé. Bien, demandons. On n'a vu que ça, demandons. Puis on ne demandera pas dans le journal parce qu'on l'essaie, nous, parce qu'on le fait, puis ça ne passe pas. Le 500 je vois des noms de même. Le 500 investi dans un journal papier, il n'y a pas une personne. Ou il y a une personne qui, sur 50 000 copies, il y a une personne qui va venir cogner, ou va appeler pour dire « J'ai vu votre annonce ». C'est vraiment le bouche à oreille, puis nos pairs, les bénévoles chez vous qui vont faire du recrutement. Puis si le sentiment d'appartenance est là, si c'est un milieu de dire... Puis moi, chez nous, au Centre d'action bénévole, là, on demande aux gens, à nos bénévoles, puis nos bénévoles nous disent, bien, c'est parce que je suis en famille. Je me sens chez nous. Puis quand les bénévoles arrivent, puis qu'un bénévole arrive, puis qu'il y a un problème de santé, que ça va pas bien, puis qu'il y a besoin de jaser, bien, on est assis avec cette personne-là, puis on prend le temps de l'écouter. Parce que c'est ça aussi, prendre soin de notre monde. Puis encore plus parce que c'est des bénévoles. Un employé vient au travail, son anane, c'est la paye la semaine d'après. Le bénévole, son anane, c'est quoi chez vous, son anane? Moi, chez nous, mon bénévole, bien, on va souligner son anniversaire. Pas en public, là. Juste quand on sait qu'il vient au bureau puis que c'est sa fête, ou s'il n'est pas là, on l'envoie un petit courriel pour dire « Hey, bonne fête ». C'est l'Halloween. Mon Dieu, que les bonbons se promènent, puis qu'on est déguisés, puis qu'ils sont contents de ça, puis c'est une journée, là. C'est pas grave. À Pâques, ils ont tous les petits chocolats toute la semaine. Le vendredi saint, on n'est pas là, fait qu'ils sont corrects. Mais toute la semaine, même s'ils viennent 3 fois, bien, ils vont avoir 3 fois de chocolat. Je ne regarderai pas la quantité, là. Ah non, toi, tu l'as eu hier. Ben non, c'est pas ça. Mais ça, c'est parce que je l'ai entendu ailleurs qu'au centre du Québec, là. T'sais, oui, c'est ça. Mais pas en Mauricie non plus. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites affaires comme ça qui font que les gens sont bien chez vous, que le bénévole est bien chez vous, puis que là, lui, il va dire, hey, à son ami, à son voisin, va donc au centre d'action, va donc dans telle organisation, je suis là, puis je suis bien, puis c'est ça. Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est toutes les petites attentions, puis le bouche à oreille. J'aimerais revenir sur quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure, faire passer une entrevue à des bénévoles. Oui. Certaines personnes pourraient trouver ça surprenant. « Hey, il n'est pas payé, on lui fait passer une entrevue. » Peux-tu nous en parler un peu plus? Pourquoi c'est important? Et quel genre d'informations on doit aller chercher là dans des entrevues avec des bénévoles? Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, l'entrevue, c'est faire connaissance, le champ d'intérêt, puis informer aussi sur le processus de gestion de l'organisation. Puis probablement que dans vos organisations, comme dans la mienne aussi, il y a des postes qui sont un petit peu plus vulnérables. C'est-à-dire que moi, chez nous, quand on maintient à domicile, on fait des visites d'amitié auprès des personnes aînées en perte d'autonomie. Pour nous, c'est un poste vulnérable, c'est-à-dire que c'est un jumelage bénévole avec la personne aînée à la maison. Il n'y a pas de bien, oui, il y a des suivis téléphoniques, mais on n'est pas là dans la maison, fait que c'est un poste vulnérable. Fait que moi, ce poste-là, on fait une gestion de risque pour le poste. Alors, notre personne, puis on part de l'entrevue, là, vous le savez. Est-ce que vous faites une enquête sociale? Est-ce que vous demandez des références à votre entrevue? Parce que c'est ça aussi. Est-ce que vous allez fouiller sur les réseaux sociaux? Moi, je suis allée fouiller le nom de Maxime sur les réseaux sociaux. Je fais... Mais, on va se protéger. À faire une bonne gestion de l'organisation, c'est se protéger l'organisation, protéger le bénévole aussi, puis c'est le sérieux de la chose. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la vérification des antécédents judiciaires, mais pour des postes, oui, comme moi, mes visites d'amitié, je vais aller vérifier les antécédents judiciaires de ma personne. Là, je ne suis pas en train de dire l'avenir parce que c'est pas ça, mais au moins, j'ai eu la diligence de dire de faire attention pour tout voir le passé de la personne. Puis, OK, je ne peux pas me garantir pour l'avenir, par exemple. Mais j'ai tout fait en mon pouvoir, en gestionnaire, de dire, bien, regarde, le poste a été vérifié,
Puis là, c'est le poste qu'on vérifie, là. Quand on fait une gestion, c'est le poste, c'est pas la personne. Si la personne, oui, moi, j'aimerais ça faire des visites d'amitié, bien, voici ce que comporte le poste, c'est-à-dire qu'on a une vérification d'antécédents judiciaires. On l'explique, puis là, les gens comprennent que c'est pour la protection de tout le monde. La même chose dans une organisation, que vous avez un poste en comptabilité bénévole, bien, qui a accès à tous les comptes, à tout. Moi, je pense que vous devriez faire une vérification, une bonne gestion du risque, du poste, pour voir est-ce qu'on devrait aller vérifier. Puis je sais, si la personne n'a jamais pas de casier judiciaire, elle peut frauder, elle peut faire tout ça, puis on ne le sait pas tant qu'elle n'a pas de casier judiciaire. Mais au moins, comme organisation, on va être protégé. Fait que c'est ça aussi, faire l'entrevue. C'est tout aller vérifier ça pour... puis c'est sérieux. Tu sais, dire, hey, on est une organisation, mais on est une organisation sérieuse ou qu'on prend en considération tous les risques qu'il pourrait avoir. Puis c'est ça. Merci, André. On aura l'occasion d'y revenir dans la période de questions, peut-être. James, j'aimerais qu'on parle maintenant avec toi d'implication des jeunes et de développement de leadership étudiant. Toi, c'est un sujet qui tient vraiment à cœur à la Société canadienne du cancer. Tu travailles dans le relais pour la vie jeunesse, mais avant qu'on parle de ce relais, j'aimerais savoir pourquoi ça te tient autant à cœur, le développement des jeunes, le développement de leur leadership. Oui, je pense que une de nos responsabilités premières en tant que gestionnaire de bénévoles, c'est d'inspirer. Hein? On veut être les inspirateurs premiers de nos bénévoles pour les encourager à faire leurs tâches. Si on n'est pas capable de faire ça, peut-être qu'on n'est pas à la bonne place. Parce que c'est ça notre monnaie. Hein? C'est ça comment qu'on va vendre un peu le temps. On est des vendeurs de temps. Donc moi, quand je pense à tout ça, ce concept-là, et bien sûr les jeunes, mais on veut les inspirer à être les futurs leaders de demain, hein, les futurs acteurs de changement. Qu'on parle de politiciens, de premiers ministres, de maires, ainsi de suite, de chefs d'entreprise, etc. Si on est capable d'instaurer et d'encourager justement ces habitudes d'entraide communautaire, donc d'aider son prochain, d'essayer d'améliorer notre communauté, peu importe si c'est pour quelle cause, que ce soit pour la cause du cancer, comme moi je milite, ou en politique, ou en environnement, ou juste pour une papote roulante de son propre quartier, c'est quelque chose que nous, c'est notre mission de faire en tant que philanthropiste, en tant qu'acteur de changement. Donc, si on est capable d'inspirer ces jeunes-là, à un tout jeune âge, de commencer à faire ces bonnes habitudes, rendus à un âge adulte mûr, c'est eux qui vont être les directeurs, directrices de comité, c'est eux qui vont mobiliser, c'est eux qui vont être les bonnes personnes à la bonne place. Ce que moi j'appelle les perles rares. Moi, j'ai la chance de travailler jour après jour avec les perles rares des écoles secondaires du programme des relais pour la vie jeunesse. Qu'est-ce que c'est justement le relais pour la vie jeunesse? Parle-nous-en concrètement, là, qu'est-ce que c'est? Oui, je pense que beaucoup de personnes ici doivent déjà connaître le programme des relais pour la vie. C'est une des campagnes fortes de la Société canadienne du cancer, que c'est une journée de collecte de fonds. On rend hommage aux gens qui, malheureusement, ont eu un cancer. On a des luminaires, peut-être. Si vous êtes intéressés, je peux vous partager plus d'infos, des vidéos, ainsi de suite. Je suis là pour ça. Mais le programme des relais pour la vie jeunesse, c'est un programme de leadership jeunesse. Donc oui, c'est une journée de collecte de fonds organisée conjointement avec une école, mais derrière ça, il y a le volet d'apprentissage de compétences formatives en organisation communautaire pour les jeunes qui s'impliquent. Donc nous, on encadre des jeunes dans une école secondaire ou même des écoles postsecondaires, dont cégep, université, partout au travers le pays. On les encadre et on les forme. Donc, de A à Z. Ils embarquent dans le programme et nous, on a toute la vaste machine de la société, l'expertise qu'on partage avec eux, que ce soit en termes de documentation, de formation en personne. Donc, on vient chercher les jeunes en personne à leur école secondaire, on les amène à un centre de conférence pendant une journée et ils, justement, font du réseautage avec d'autres comités jeunesse de leur région type. Et en même temps, on donne une formation, on les sensibilise face à la cause et chacun ou chacune des jeunes choisit un rôle type dans un comité et fait l'apprentissage. Lorsqu'on parle d'un rôle de comité, c'est de la job. Qu'on parle de marketing, de logistique, d'engagement des bénévoles, justement, le recrutement des bénévoles, comment gérer un événement communautaire, c'est de la job. Et les jeunes, ils sont capables de le faire et justement, ils vont prendre la relève dans le futur. Donc, c'est tout aussi important de former ces jeunes et de les inspirer à agir maintenant pour qu'eux puissent entreprendre justement la relève des comités organisateurs dans le futur. Parce qu'on le voit, la pénurie de main-d'œuvre, on l'a vu à la Société canadienne du cancer. Suite à la COVID, énormément de bénévoles vétérans ont pris leur retraite.
et ils ne reviendront pas. Aussi simple que ça. Donc, comment remplir ce trou avec moins de ressources sur le terrain, parce qu'on ne peut pas avoir des bureaux régionaux en 2024, c'est tout simplement pas réaliste. Et donc, en même temps, on veut fidéliser des nouveaux bénévoles pour qu'ils ont le réflexe de s'engager justement pour les organismes charitaires et pour les causes qui sont plus grandes qu'eux. Derrière ça, il y a peut-être quelque chose de culturel. Au pays, on voit au-dessus de 221 écoles qui ont participé au programme des Relais pour la vie jeunesse. Juste pour vous donner les chiffres. Le Relais pour la vie communautaire, qui existe depuis 1999, qui, dans le passé, avait plus de 35 sites partout au pays, en 2024, a fait une collecte de fonds de un peu plus de 3 millions de $, ce qui est quand même une très belle collecte de fonds. Les Relais pour la vie jeunesse ont fait une collecte de fonds de 8 millions. Les jeunes sont capables. Ils sont capables, ils veulent. Et en plus, ils sont moins cyniques. Puis lorsqu'on les intègre à un environnement qui est plus encadré, comme dans les écoles secondaires, où est-ce que, oui, il va y avoir un spécialiste comme moi qui les accompagne, mais aussi les enseignants, les enseignantes qui vont encadrer un comité jeunesse. Donc, avoir un lieu où est-ce qu'ils peuvent se réunir en personne, avoir un sentiment d'appartenance et pas tout le temps être derrière leur écran. Puis en même temps, j'en ai parlé un peu au début, pour l'apprentissage. Donc, lorsqu'on voit les perles rares diriger un comité de A à Z, bien, c'est vraiment, justement, la chair de poule quand j'en parle parce que c'est inspirant de voir les jeunes agir de même. Ça me donne un peu d'espoir pour le futur de notre planète. Ah, c'est vraiment beau de t'entendre. Puis effectivement, ça donne espoir. Mais dis-moi, quand on avait les échanges en préparation du panel, tu me disais qu'il y a quand même peu d'écoles au Québec qui connaissent ce relais ou qui l'utilisent comparativement à ailleurs au Canada. Peux-tu nous donner un ordre de grandeur? Puis, à ton avis, pourquoi c'est peu connu? On va remonter dans les chiffres un peu. 221 écoles nationales. Collecte de fonds de 8 millions. Au Québec, 7 écoles. On est 22 % de la population au pays. Pourquoi on a juste 7 écoles parmi 221? C'est une question que je me suis posée au début de mon mandat. On m'a intégré dans l'équipe. J'étais le seul spécialiste francophone. Donc, c'est quand même un grand mandat de savoir pourquoi ça ne perce pas au Québec. Lorsqu'on rentre dans des écoles avec un programme de leadership jeunesse, c'est comme un concept que souvent, je ne dis pas tout le temps, il y a des très beaux programmes de leadership jeunesse, ça va cas par cas, mais souvent, les enseignants ou les enseignantes se disent « Hein? Leadership jeunesse? Bien, j'ai mon conseil des élèves. » Non, un programme de leadership jeunesse, un encadrement type qui va les former. Ça va être plus que des devoirs, ça va être plus que des heures de PEI. C'est de la job. Lorsqu'on rentre au Québec, c'est comme on a tendance, peut-être que c'est à cause qu'on a trop de travail dans nos écoles, on n'a pas assez d'employés, on l'a vu avec la grève l'automne dernier, donc les employés sont épuisés. Est-ce qu'ils ont le temps de faire un nouveau projet? Non. Quand on va dans le système anglo-saxon, juste de l'autre bord de la frontière en Ontario, soudain, toutes les écoles ont des cours de leadership. Toutes les écoles publiques ont des profs de leadership. Donc c'est un peu comme j'en parlais au début, c'est quelque chose de culturel. Pourquoi au Québec? Et vraiment, juste au Québec, Nouveau-Brunswick, je suis allé à un colloque de leadership provincial avec 22 écoles francophones qui étaient toutes là. On n'a pas ça au Québec. Pourquoi on n'a pas ça? Question que je vous pose. Je n'ai pas la réponse. Mais ça met un point sur quelque chose qu'il y a un manquement parce qu'on n'est pas habitué à mettre plus de responsabilités auprès des jeunes. Moi, c'est un peu mon hypothèse première. Corrigez-moi si j'ai tort. Je suis encore assez récent dans ce nouveau mandat. Mais on voit qu'il y a un manquement quelque part au Québec. Puis c'est pas les techniciens en loisirs qui vont régler ce problème-là. Ils ont déjà trop de travail. Et quels sont les bénéfices, selon toi, pour les jeunes d'apprendre à s'impliquer, à développer leur leadership? Bien, c'est sûr que de un, comme j'ai dit, on apprend des compétences. C'est pas rien organiser un événement communautaire comme les Jeux du Québec. Lorsqu'on apprend à faire du marketing, la communication, gérer une page Instagram, aller chercher des participants, faire de l'engagement communautaire, toutes des choses que c'est la base du communautaire. Vous êtes toutes et tous, je pense, des travailleurs communautaires à un certain degré. Ça nous apporte à un autre niveau. Où est-ce qu'on sort de là et on est fier d'avoir organisé quelque chose qui est de grande envergure puis qui est solide en même temps. Pas obligé d'avoir une grande communauté dans une école privée. Je peux donner un exemple. Une petite école catholique franco-ontarienne à Castleman, population scolaire de 400 élèves. On va faire un petit... Devinez combien ils ont fait en collecte de fonds. Levez les mains, là, participez. On a-tu des guesses? 400 élèves, petite communauté, elle n'est pas riche, là. Pour le Relais pour la vie jeunesse, pour la Société canadienne du cancer. Fait que c'est leur événement de Relais pour la vie jeunesse qu'ils ont fait l'année dernière. 5 000? Plus que 60, mais pas 1 million, non? Ça serait cool, mais...
Plus? Environ 132 000. Castleman. Vous n'aurez jamais entendu parler de cette communauté-là avant aujourd'hui, je suis sûr. Ça démontre qu'ils sont capables de le faire, pas obligés. Souvent, j'entends des enseignants dire « Ah, ben là, on a une petite communauté. » C'est pas une excuse. Vous avez des jeunes qui sont engagés, qui veulent le faire, puis qui savent c'est quoi leur tâche, puis qui aiment faire qu'est-ce qu'ils font. Ils vont instaurer cette culture-là à l'école, puis ça va faire en sorte qu'année après année, leur événement va grandir. Il va arriver à des chiffres records comme 100, 200. On a des écoles secondaires qui font plus de 200 000 en termes de collecte de fonds. Puis ça, c'est des ados. Vraiment juste des ados qui ont le cœur à la bonne place, puis qui sont à la bonne place. Fois 2, c'est ça. On s'approche de la période de questions, mais j'aimerais te demander, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour stimuler davantage le leadership étudiant au Québec? Et avez-vous des réponses? Je vais être plate, là. Nous, on faisait beaucoup d'intergénération dans les écoles. Puis on s'est fait sortir parce il manque de local, manque de profs, manque de tout. Puis c'est malheureux parce que nos gens aimaient ça aussi. Puis là, le milieu scolaire, on le voit, là, c'est ça. Il manquait de locaux, manquait de profs qui voulaient s'impliquer parce que la tâche, j'en ai trop, et ainsi de suite, puis c'est encore plus. Puis bon, tu sais, c'est vraiment ça qu'on vit au Québec dans des écoles. J'ai un centre d'action bénévole je pense en Mauricie, qui était bien impliqué à l'école secondaire, qui avait une employée qui allait là sur l'heure du midi, et ainsi de suite, que je crois que c'est terminé parce que justement, tu sais, l'orientation de l'école, c'est autre chose. C'est malheureux, mais c'est une réalité au Québec, là, que les profs ne veulent pas s'impliquer quand on arrive parce qu'on a besoin du soutien du milieu scolaire pour faire des choses comme ça. Puis je comprends James quand il dit, regarde, ça n'existe pas au Québec, il y en a juste 7. Bien, quand on rentre dans nos écoles, est-ce qu'il y en a des gens qui veulent s'impliquer? Est-ce qu'on a des profs qui veulent s'impliquer? Puis la réponse est non. Je dirais peut-être une autre piste de solution, bien que c'est assez lugubre, mais il y en a. Il y en a quand même beaucoup. Lorsqu'on pense à d'autres exemples au Québec, il y a Filles Actives, un organisme de bonne réputation. Ils ont eu quand même un bon travail de mobilisation, sont intégrés justement dans les écoles. Il y a d'autres campagnes. Je pense que notre mission, c'est de faire la différence entre une collecte de fonds et un programme de leadership jeunesse. Donc, c'est de faire comprendre aux enseignants, aux enseignantes, aux directions que ce n'est pas juste une collecte de fonds. Oui, c'est une collecte de fonds. En effet, c'est du travail. Mais pour arriver à des beaux résultats, il y a le programme formatif. Donc, il faut s'en rappeler. Il faut essayer de casser, justement, cette mentalité au Québec qu'on a que collecte de fonds, tes futailles rasées, le camp, peu importe. Ah, c'est juste ça. C'est pas juste ça. Pensez à l'expérience derrière la collecte de fonds et pas juste à la collecte. Mais au Québec, on a tendance à rester juste pogné sur « Ah, c'est une collecte de fonds, il veut que je fasse une collecte de fonds. » Non, pas juste une collecte de fonds. Pour moi, ça serait un bon moyen aussi d'aller chercher les réseaux, surtout lorsqu'on parle d'animateurs ou animatrices de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Il y a des réseaux qui existent au Québec, aussi les techniciens en loisirs, mais essayer de voir aussi, avec le réseautage, avec les conférences comme je fais aujourd'hui, justement, aller chercher ces réseaux-là, développer des opportunités pour nous, en tant que programme de leadership, d'être présents, puis de faire en sorte que les enseignants et les animateurs et les techniciens sont intéressés par l'aspect formatif du programme. Hey, merci. Et j'aurais plein d'autres questions à vous poser à tous les trois. Mais là, je tiens à vous passer la parole à vous qui êtes avec nous. On a une période de questions, donc il y a un micro qui va circuler dans la salle. Ma collègue Véronique. Je peux juste commencer avec la première question. C'est clairement pas pour moi, là, c'est plus pour les gens dans la salle. Là, mais tantôt, on a utilisé le terme cynique. Ah oui. Ça veut dire quoi? Ah, cynique! Je pense que je suis pas seul qui avait... J'étais là, cynique, ça veut dire quoi? Ben non, c'était parfait. C'était juste ça ma question. C'est tout. Puis des journaux, ça existe encore, papier? Je te l'ai dit, moi, j'ai des 80 ans et plus. Hein? C'est vrai. C'était juste pour meubler, là. C'était... Alors, à vous la parole. Merci de vous présenter aussi en posant la question. Bonjour,
Ça fonctionne, oui. Je m'appelle Roxane. Je suis sur Roxane Mercier, pardon. Je suis sur le comité organisateur de la 59e finale des Jeux du Québec qui auront lieu à Trois-Rivières. Puis mon poste, en fait, c'est 100% en lien avec aujourd'hui. J'ai le magnifique défi, en fait, de recruter et de m'occuper des 3000 bénévoles, en fait, qu'on aura besoin pour la finale. Donc, je suis coordonnatrice au RH externe et aux bénévoles pour la finale. Ma question, en fait, on a parlé d'entrevues. Puis nous, c'est sûr qu'avec avec les jeux, on a énormément de postes à combler. Puis même à l'interne, dans l'organigramme, on a des délégués qui sont des bénévoles, super bénévoles, je vais les appeler comme ça. Certes, il y a des entrevues, que ce soit téléphonique, en personne, etc. Est-ce que tout le monde a sa place comme bénévole? Moi, c'est ça ma question. Suite à une entrevue, on parle d'une clientèle 12-17 ans aussi. Est-ce que tout le monde a sa place? Tout le monde a sa place comme bénévole. Puis d'où l'importance de la description du poste puis de l'entrevue. Puis je comprends là, que ça va être différent à recruter 3000. Là, si vous voulez faire 3000 entrevues... ça ne sera pas ça. à 1h30 d'entrevue en personne, vous vous en sortirez pas. Mais avoir la description de poste, le temps alloué aussi. Est-ce que c'est un bénévolat qui va dire, bien, regarde, moi, j'ai besoin de quelqu'un de 8 à 8? 12, vous ne mettrez pas une personne bénévole 12 heures, là. Peut-être qu'il y en a qui en font, mais ce n'est pas la majorité. Fait que moi, je vais suggérer de couper le poste en deux, au moins. Parce que ça se peut qu'il y en a qui fassent des 12 heures, puis diraient que c'est 12 jours, puis... Hein, puis oui, il y en a qui prennent des vacances, puis ça, on le voit souvent. Mais, puis, est-ce que c'est des tâches individuelles ou de groupe? Fait que ça, quand c'est de groupe, c'est un jumelage 2 par 2, tu sais, la gestion de risque est différente, il y en a moins, etc. Fait que c'est pour ça que la bonne planification de la tâche et la description de tâche, puis l'entrevue, c'est quoi vous voulez. Oui, il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Je peux me permettre une deuxième question? Oui, je m'excuse. Puis, un peu dans la même idée, parce que moi, je trouve que dans les milieux professionnels, on vit beaucoup d'ego professionnel. Tu sais, il y a de l'ego personnel, mais il y a beaucoup d'ego professionnel. Puis comment gérer quelqu'un? Moi, c'est parce que ça me flashait un petit peu, quelqu'un qui vient de tomber à la retraite, des fois, tu sais, justement, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience derrière la cravate. Tu sais, c'est vraiment des gens qui ont travaillé fort. Moi, je pense à mes parents qui travaillaient toujours sur de l'overtime. Demain, ils font du bénévolat. Comment agir avec quelqu'un qui aurait un ego professionnel, mais que ça ne serait pas nécessairement positif? Je pourrais renchérir sur ça, surtout quand on gère des comités bénévoles avec des postes un peu plus ardus, plus de responsabilités. Il y a une affaire un peu, un not to do. Essayer de limiter le moins possible le top-down, donc dire quoi faire à ce bénévole-là. Mais faire en sorte qu'à la fin de la journée, ce bénévole-là a fait ses tâches de son propre gré, sans qu'on ait besoin de lui dire quoi faire. Donc, le motiver, justement, l'encadrer, l'aider, le soutenir, d'entreprendre justement une amitié le plus possible pour que, justement, ça soit vraiment d'une façon horizontale. Oui, ça va arriver. C'est souvent que tu vas voir l'ego, puis malheureusement, il n'y a pas tout le temps un bénévole qui va rester jusqu'à la fin. C'est juste une chose qu'on doit faire. On doit s'adapter. Puis, bien sûr, il y a une redistribution de tâches à faire dans un groupe de bénévoles. Mais vraiment, essayer de limiter possible l'autorité. Je pense le moins qu'on est autoritaire et le plus qu'on est en mode soutien, encouragement et encadrement, le plus que ce bénévole-là va se sentir comme « Ah, OK, lui, il m'a pas dit quoi faire parce que c'est le spécialiste ou c'est la cordo ou c'est le directeur ou directrice. » Vraiment là, le sentiment de groupe de « Hey gang, je suis avec vous. Moi, je vais vous aider à accomplir votre tâche. » Puis, merci. Moi, je vais dire que tout se dit aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu sais, qu'il y a un gros ego, là, mais il est peut-être leader aussi dans son affaire, là, tu sais. Puis ça va marcher au toast, puis ça va bien aller, mais vous allez avoir un gestionnaire de bénévoles, hein, puis vous allez rapper l'affaire en fin de la journée, puis dire, bon, on a vécu ça, fait que là, vous allez vous orienter pour le lendemain, et ainsi de suite. Mais c'est vrai, quand la description de tâches, tu sais, oui, à la lettre, mais il y a des façons de faire les affaires. Tu sais, moi, je peux bien aller à Montréal, puis prendre la 20, puis décider de prendre la 40, puis je vais y arriver pareil, là. Tu sais, fait que c'est ça aussi dans le bénévolat, c'est différent. Mais c'est d'avoir des gestionnaires. Tu sais, c'est des gros morceaux, là, les Jeux du Québec. C'est beaucoup de monde, c'est intense, puis c'est dans un court laps de temps, tu sais. Comme un festival aussi, c'est différent.
Puis le recrutement est différent aussi, mais tout le monde a sa place. Ça, c'est... Même s'il y a un gros égo ou il n'y a pas d'égo, puis il va y avoir des conflits, puis moi, je ne l'aime pas, puis on ne peut pas aimer tout le monde dans la vie, puis c'est malheureux, puis... mais la gestion va y faire beaucoup. Merci, Roxane. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question pour nos panélistes? Oui, une question là-bas. Bonjour, j'ai eu la chance de regarder plusieurs webinaires, puis on parlait de l'importance d'avoir un guichet unique ou en tout cas une entrée unique pour la population qui veulent faire du bénévolat. J'aimerais ça savoir, bien, vous entendre à ce niveau-là. Tu sais, quand on parle de population territoriale là, dans une municipalité ou dans une MRC, est-ce que vous avez cette impression-là que c'est important que ça soit clair, un endroit où les gens doivent contacter s'ils ont envie de s'impliquer dans leur communauté? Je vais prêcher pour ma paroisse, un centre d'action bénévole. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Les gens qui veulent veulent faire du bénévolat puis ne savent pas où se diriger, bien, ils vont passer une entrevue chez nous, puis on va aller chercher ses intérêts, où veulent s'impliquer, quelle clientèle, et ainsi de suite. Fait que je pense que oui. Mais il y a une plateforme aussi, c'est le jebénévole.ca, où on a vous pouvez vous inscrire comme organisme, puis dire ben, j'ai besoin de bénévoles, puis la tâche est là, puis dans quelle région, et ça, c'est jebénévole.ca, ça existe à travers le Québec. Ça a pris son envol beaucoup à la pandémie aussi, ou quand vous vous souvenez, quand le premier ministre a dit aux gens restez chez vous, puis les écoles sont fermées, puis que là, faites du bénévolat. Oui, c'est parce que tu viens de dire que tout est fermé. Faites du bénévolat. Hey, on en a eu à la tonne des gens qui voulaient faire du bénévolat. Tout était fermé. T'sais, fait qu'il y a eu ça aussi. Puis la plateforme, c'est le jebénévole.ca. Bien, c'est pour tout le monde. Je dirais aussi, il ne faut pas oublier dans tout ça la magie des réseaux sociaux. C'est un peu... André avait dit quelque chose que, les réseaux sociaux, peut-être que c'était pas la meilleure chose, mais des fois, ça peut marcher pour un certain type de bénévolat. Lorsqu'on parle du bénévolat jour J, surtout à la société, dans les grands organismes charitaires, on remarque que quand on a besoin d'une armée de bénévoles dans une région vraiment ciblée, puis qu'on a les ressources monétaires, ce qui est très peu dans le communautaire, lorsqu'on a les ressources, on peut investir sur la publicité en ligne, créer justement un lien très simple avec une photo attachante, une description très brève. On a besoin des bénévoles pour un événement, un gala, souper des grands chefs, ainsi de suite, gala des grands chefs, désolé, bal de la Jonquille, les grands événements d'envergure, ça facilite quand même beaucoup la tâche pour un recrutement de bénévoles. Par contre, il y a le processus d'entrevue qui est quand même nécessaire parce que la qualité des bénévoles qui vont cliquer sur une annonce en ligne va être beaucoup moindre qu'un bénévole qui va aller faire sa recherche sur un centre d'action bénévole, jebénévole.ca, qui va passer une entrevue avant. C'est sûr que ça, c'est les meilleurs bénévoles, puis c'est ça qu'on vise d'abord. Mais il y a quand même du gros manquement qu'on peut aller un peu remplir des petits trous via les réseaux sociaux, mais tu as besoin des ressources monétaires pour ça, puis tu as besoin justement des gestionnaires qui peuvent passer l'entrevue au téléphone avec un bénévole, passer du temps pour le mettre à l'horaire, ainsi de suite, puis donner des micro-formations, on pourrait dire sur le tas pour ça. Donc, une autre porte d'entrée qui est possible, mais c'est pas accessible pour tout le monde. J'ai une autre question. À quel moment une organisation qui fait du recrutement puis que ça ne fonctionne pas doit remettre en question son recrutement? Parce que, tu sais, puis pour toi, la question, là, tu sais, je t'ai entendu, les écoles ne fonctionnent pas. Puis là, moi, j'étais là, ouais, mais les jeunes, on peut les rejoindre ailleurs qu'à l'école. Fait que j'aimerais ça t'entendre. Est-ce que vous avez essayé aussi de vous questionner où on pourrait faire rentrer ce programme-là ailleurs que dans l'école? C'est une des raisons pourquoi je suis ici. En toute honnêteté. Oui, on se le questionne beaucoup. C'est sûr qu'un mandat de collecte de fonds, notre porte d'entrée première, c'est les écoles. Il faut communiquer avec les enseignants, les enseignantes. Lorsqu'on communique avec les centres de services scolaires ou les conseils des parents, c'est tellement de temps et de travail dépensé pour peu de réponses. La meilleure façon pour faire du recrutement, ce qu'on appelle du cold call, tu vas dans l'école, tu parles aux profs directement en personne. C'est la meilleure façon de faire son recrutement, c'est en personne. Pas au téléphone, pas par courriel, prendre le temps d'organiser, mais c'est tellement beaucoup de temps et de gestion. Mais oui, il y a tous les différents réseaux de sport, de loisirs, ainsi de suite. C'est tellement des bonnes portes, mais il manque de main-d'œuvre pour ça. Puis les professionnels en collecte de fonds, puis surtout dans ces types de programmes-là, on n'a pas le temps.
Mais oui, si vous avez des recommandations ou vraiment des portes d'entrée qu'on peut aller, moi, je vais être là, c'est sûr et certain. Mais de multiplier les opportunités, où est-ce que je peux parler aux réseaux connexes comme les vôtres, c'est sûr que ça peut bénéficier. Mais je pense principalement aux promotion des saines habitudes de vie. Ça, c'est une bonne porte d'entrée parce que dans les écoles, il y a beaucoup de programmes de promotion des saines habitudes de vie. Il y a beaucoup d'initiatives, justement, qui sont déjà bien intégrées dans les écoles. Donc, je dirais, pour les jeunes en particulier dans les écoles, en ce moment, au Québec, ce qu'on voit, la meilleure porte d'entrée, c'est la promotion des saines habitudes de vie parce que c'est quelque chose qui est très, très intégré puis déjà très bien apprécié des communautés scolaires. Bien, il existe un regroupement des maisons des jeunes québécois. Merci. Bonne idée. C'était ça la réponse. C'est vrai qu'on en a... Elle avait la réponse! Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Là-bas? Bonjour, moi je suis Catherine Détrault, je suis médecin de famille. Oui. Donc moi je suis médecin de famille, puis je suis médecin enseignante en fait pour les résidents qui font leurs 2 années de spécialisation en médecine de famille. Puis actuellement, un des compétences qui sont attendues des médecins de famille, c'est le leadership. Et on s'est rendu compte que nos étudiants dans des sondages et tout ça se trouvent vraiment pas outillés dans leur formation par rapport à ça. Et un autre cheval de bataille, c'est la valorisation de la médecine de famille. Puis moi, je suis quelqu'un de très engagé communautaire, c'est dans mon ADN. J'ai participé j'ai initié la Grande Marche à Drummondville, j'ai participé au Lab École, là, je m'implique beaucoup dans la communauté pour le nouvel hôpital. Donc, c'est vraiment quelque chose que moi, ça me nourrit et je trouve que ça me redonne du pouvoir sur des choses que individuellement, avec chacun des patients, comme les saines habitudes de vie, je n'ai pas nécessairement un si grand pouvoir que ça. Puis, je suis en train mon équipe d'enseignants m'a donné comme mandat de réfléchir à comment on pourrait enseigner ça. Fait que on parlait de porte d'entrée pour créer du leadership et tout ça. Je sais que les médecins sont souvent très occupés, mais en même temps, je me dis, si je suis capable de le faire, si d'autres sont... J'ai appris sur le tas, mais si d'autres sont capables, ont même des formations, tout ça, je me dis que ça pourrait être peut-être via aussi les universités, dans les programmes qui, justement, ont dans leurs compétences le leadership, ça pourrait être une piste de solution. Enfin, ma question, c'est, avez-vous déjà exploré ça et auriez-vous des conseils ou des idées à me proposer pour développer tout ça? Je peux y aller. En fait, pour le recrutement, pour ce qui est du leadership, moi, personnellement, je vais dans les écoles. Au niveau collégial, je vais faire des tours. En fait, j'ai aussi la chance d'enseigner au Collège La Flèche tout récemment. Donc, un nouveau créneau là, qui s'offre à moi de bénévoles, d'étudiants qui sont là. Puis, de rentrer dans les programmes au collégial, je pense que c'est beaucoup plus facile, personnellement, que de rentrer dans les écoles secondaires. On en a parlé tantôt, c'est vraiment pas évident de le rentrer. Mais dans le collégial, moi, je l'ai tenté, puis ça a été une réussite sur vraiment toute la ligne. Pour vrai, là, ça l'a carrément changé. Puis je parle personnellement pour les finales des Jeux du Québec, là, c'est pour ça que je suis là. Mais ma rétention de bénévoles, depuis que j'ai cette porte d'entrée-là, est immense. Ça m'a créé une rétention. C'est pas tout le temps les mêmes qui sont là. Je suis toujours complet. Puis le bouche à oreille que ça crée après, c'est immense. Là. Si je fais une conférence, je vais voir les premières années qui vont en parler aux 2e années, qui vont en parler aux 3e années. Inversement, si je pars avec les 3e, ça va faire l'effet contraire d'un programme, sont amis avec un autre programme qui ouvre des portes ailleurs aussi. Fait que clairement que de rentrer dans le collégial, pour moi, ça a été numéro 1. Puis je pense que c'est une porte d'entrée qui est exceptionnelle, honnêtement, à utiliser. Je ne sais pas si ça répond plus ou moins à la question, là, mais... C'était vraiment bien. Ça répond peut-être pas 100% à la question, là, mais... Oui, je t'entendais bien, mais oui, effectivement, pour le webinaire... Dans le fond, je me demandais si au niveau universitaire aussi, vous aviez des portes d'entrée, ou si ces formations-là, mettons comme celle du relais pour les jeunes en leadership, c'est quelque chose qui serait accessible pour, par exemple, des programmes qui voudraient l'utiliser, mais dans un but vraiment pédagogique, pas nécessairement pour organiser une collecte de fonds, mais si c'est quelque chose qui pourrait se faire.
C'est sûr qu'au niveau universitaire, il y a un programme des relais pour la vie jeunesse. Et oui, les jeunes s'engagent, ils créent un comité, ils font leur événement collecte de fonds. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que les écoles universitaires ont tendance à moins vouloir s'engager et faire vraiment avoir moins de mains, justement, dans le pot parce que faut que ça vienne des élèves. Il faut que ça vienne de eux 100% pour ce type d'initiative-là, surtout au niveau universitaire. Il y a moins d'encadrement. L'université a moins le temps d'encadrer le tout. C'est une très bonne question que peut-être qu'on peut se poser, parce que lorsqu'on pense à des cours de leadership, lorsqu'on fait des petites recherches sur leadership, cours, ben, on voit que c'est souvent des cours de leadership d'entrepreneuriat, très axés sur le commerce, mais très peu de cours de leadership communautaire, ou vraiment de leadership pour le leadership. Pas de leadership pour comment gérer mon entreprise et faire plus d'argent. Donc, oui, peut-être que ça pourrait ouvrir des portes dans le futur, mais pour ça, il faut que ça vienne aussi des générations en dessous parce qu'il faut inculquer ça dans les valeurs. Et c'est pour ça que je me répète souvent, la valeur du leadership, c'est tellement important à intégrer ça à notre société de plus en plus pour encourager que peut-être que dans le futur, il y aura plus d'étudiants qui demandent ça. Malheureusement, on vit dans un marché et si le marché n'est pas là, les universités ne vont pas créer l'opportunité pour des cours qui ont rapport avec ce marché-là. Donc, c'est à nous aussi de changer cette perception-là en tant qu'individu puis société pour qu'on puisse arriver un jour avec peut-être une différente formule de leadership à l'université. Aimé James, ce que tu dis, c'est que le programme Relais pour la vie jeunesse, il existe en version universitaire. Oui, en effet. Oui. Ouais, donc, ce sont des outils que ses collègues pourraient utiliser. Et oui. Aussi, ce que je trouve important de rappeler, c'est qu'évidemment, on parle de collecte de fonds, mais les Relais pour la vie, c'est aussi un événement de solidarité avec les personnes qui sont malades ou qui ont traversé un cancer. Alors, il me semble que c'est tout à fait pertinent là, pour la formation des futurs médecins. C'est une très belle question. Merci à tout le monde qui a posé des questions. Veux-tu ajouter quelque chose, André? Moi, j'ai trouvé le titre « Leadership 101 de cœur ». Le cours 101 Leadership de cœur. Pas pire, j'ai déjà trouvé le titre. Il reste à concevoir 45 heures de cours. Peut-être une chose à se baser. Allez voir en Ontario les cursus sur le leadership étudiant. Il y en a énormément. C'est vraiment intégré dans le cursus du programme public. Il y en a. C'est une machine là-bas, là, puis dans le reste du pays, je dirais. Alors, notre échange tire à sa fin. On va pouvoir poursuivre la discussion après, pendant le brunch. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une dernière question avant qu'on termine cette partie? Bien, je vous remercie tout le monde pour votre écoute et votre participation. Vraiment, merci à nos 3 panélistes. C'est vraiment très intéressant de vous écouter. Bon, pour ceux qui écoutent cet événement en différé, je vous rappelle qu'on est à Sainte-Clotilde de Horton dans un événement organisé par Loisirs Sport Québec en partenariat avec la table intersectorielle régionale et anciennes habitudes de vie et du Centre du Québec. Et en fait, je vous remercie d'avoir assisté à cet événement. Et pour tous ceux qui sont avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour poursuivre la discussion. Merci beaucoup à nos 3 panélistes.